Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à bord d'une locomotive BB 75 000 en région parisienne. Nous sommes à la sortie de la ligne dite de la Grande Ceinture Complémentaire, ou GC bis, peu avant la gare de Villiers-sur-Marne. Nous sommes partis il y a 30 minutes du triage de Bobigny. Après un parcours de 10 km effectué de nuit, nous attendons l'ouverture du signal dans le raccordement de Brie-sur-Marne. À gauche, s'élance un train de la ligne E du Transilien à destination du nouveau terminus de Nanterre-La Folie, dont le prolongement au-delà d'Haussmann-Saint-Lazare a été ouvert en mai 2024. Allumage du TECS, tableau d'entrée à contresens, et ouverture du signal au ralentissement 60. La sortie de notre raccordement est un peu particulière car elle s'effectue via la voie 2 à contresens. Elle est également située en pleine rampe de 8 pour 1000, mais le tonnage de notre rame vide de céréales ne posera pas de problème pour décoller le train. Précédemment immobilisé devant ce signal fermé avec une dépression d'un bar 5 à la conduite générale, il faut compter une bonne minute pour obtenir le desserrage de tous les wagons avant la mise en marche. Avec un train lourd, nous aurions effectué ce qu'on appelle un démarrage en rampe et nous serions passés en traction avant le desserrage complet afin de décoller le train, wagon par wagon. À partir de ce signal, qui nous impose de ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h à l'aiguille repérée par un chevron pointant bas, nous allons dorénavant observer les signaux implantés à droite. Sur notre gauche, cette rame circulant à vide depuis les garages banlieue de Noisy-le-Sec vient se mettre en place en gare pour effectuer le prochain départ à destination de Nanterre à 5h34. Pancarte R implantée à droite qui nous libère d'une limitation à 40 km/h dans le raccord de Brie-sur-Marne. C'est parfaitement à l'heure dans notre marche que nous traversons la gare de Villiers-sur-Marne par la voie 2, implantée au km 20,7. En bout de quai, le signal de sortie nous présente l'indication rappel de ralentissement 60. Il est accompagné du TSCS, tableau de sortie à contresens. À partir de ce signal, nous observerons les signaux implantés à gauche et nous rejoindrons la voie 1. Le passage en contresens aura été bref, mais il permet d'éviter le passage par la voie A afin de laisser la place aux trains de la ligne E effectuant leur tête à queue. Au dégagement de cet appareil de voie, la vitesse limite pour les trains de la catégorie MA100, inscrite sur les livrets de ligne, sera de 100 km/h.
Nous sommes maintenant engagés sur la ligne 1, dans la numérotation des lignes du réseau ferré national, mais bien plus connue sous la désignation de ligne 4, nom qui est resté de l'ancienne nomenclature de la région Est. Cette ligne, également connue en tant que ligne de Paris à Bâle, a été ouverte par étapes de 1856 à 1858 par la toute nouvelle Compagnie des chemins de fer de l'Est, issue de la fusion de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Strasbourg, et d'autres plus petites comme les chemins de fer de Montereau à Troyes ou Saint-Dizier à Gray. Aux abords du kilomètre 24, passage en gare des Ivrisses, Noisy-le-Grand. Vous trouverez dorénavant, à la suite du nom de la gare, le trigramme associé correspondant, composé d'une à 3 lettres et permettant de désigner plus facilement une gare. Ces codes sont très utilisés dans les métiers de la conduite. Notre marche du jour prévoit un arrêt circulation de 40 minutes en gare de Roissy-en-Brie, sur la voie 1 bis. La présence de ce ralentissement 60 nous confirme le passage en voie déviée. Le profil en rampe, associé à un train léger, nous permet de ralentir avec le seul frein électrique de l'engin moteur. Et il faut même repasser en traction pour maintenir la vitesse à 60, alors que nous changeons de département en quittant la Seine-Saint-Denis pour entrer en Seine-et-Marne. Ce signal nous présente une nouvelle fois le ralentissement 60. Lorsque les cantons sont courts et que la distance n'est pas suffisante pour respecter une séquence de ralentissement classique, à savoir ralentissement 60 puis rappel de ralentissement au signal suivant, il est fait usage d'un second ralentissement 60 en amont afin de permettre une distance de freinage suffisante. À gauche, établi sur les vestiges de l'embranchement particulier de la chocolaterie Meunier dont les dessertes se sont arrêtées à la fin des années 50, se débranche une voie en direction de la zone industrielle Paris-Est de Logne. Desservant autrefois plusieurs usines de BTP, elle est aujourd'hui abandonnée depuis 2005. Rappel de ralentissement 60, nous sommes bien dirigés vers la voie 1 bis. Repéré par un chevron pointe en bas, voici l'aiguille limitée à 60 km/h en déviation.
avec son poste d'aiguillage de type PRS situé à gauche, km 27,2, passage en gare d'Emerainville-Ponto Combo. Au dégagement de l'aiguille précédente, la nouvelle vitesse limite est à nouveau de 100 km/h, mais l'arrêt prévu à la gare suivante ne justifie pas une remontée en vitesse. Nous allons rouler sur l'air afin de préserver le matériel. L'approche de ce signal au jaune clignotant sous le pont de la N104 ne nous permettrait de toute façon pas de reprendre notre vitesse. À la gare de Roissy-en-Brie, en approche, nous sommes donc prévus d'observer un arrêt circulation de 40 minutes, repris sur notre fiche train, document qui détaille les horaires de passage. Il existe différents types d'arrêts qui se divisent en plusieurs catégories. Tout d'abord, les arrêts normaux, prévus par les documents horaires, qui peuvent être réguliers, comme pour desservir des gares voyageurs, mais aussi de service, pour des croisements en voie unique par exemple. Ces arrêts doivent toujours être respectés. Dans la catégorie des arrêts normaux, nous avons également les arrêts facultatifs, comme par exemple les arrêts circulation, qui sont prévus pour le dépassement de train, ou les arrêts de service, pour les relèves de conducteurs ou de contrôleurs. Ces arrêts facultatifs ne sont à respecter que si la signalisation ou les besoins du service l'imposent. Pour les autres catégories d'arrêts, on retrouve les arrêts prescrits. Ils sont ordonnés par le service de gestion des circulations en cas de besoin. Par exemple, le régulateur peut donner l'ordre à un train de s'arrêter dans une gare en cas d'incident sur la ligne en aval, sans que la signalisation ne l'impose. Il existe également la catégorie des arrêts par les signaux d'un poste, lorsque l'on vient à s'arrêter à un signal fermé, comme un carré, un sémaphore. Et enfin, tous les autres arrêts sont regroupés dans la catégorie des arrêts accidentels. C'est le cas d'arrêt en pleine voie, suite à une anomalie sur le train, un mauvais freinage, une anomalie de signalisation, etc. Avertissement, nous devons être en mesure de nous arrêter au prochain signal annoncé fermé. Il n'est pas possible de parler des différents types d'arrêts, sans parler du respect de l'horaire dans la circulation des trains. La règle fondamentale dans le respect de l'horaire est de circuler à l'heure exacte afin d'éviter tout conflit avec les autres circulations. Une avance de 3 minutes est permise, afin d'anticiper une perte de temps prévue, comme par exemple des travaux avec une réduction de la vitesse limite. Cette avance peut être prise à partir du dernier point d'arrêt précédant la zone de travaux. Pour les trains ne transportant pas de voyageurs, cette avance peut être portée à 5 ou 10 minutes si la mention est inscrite au livret de ligne. Il existe bien évidemment de nombreux cas qui dérogent à cette règle de circulation à l'heure précise. Par exemple, nous avons vu qu'il existait des arrêts facultatifs qui ne devaient être respectés que si la signalisation ou les besoins du service l'imposaient. Ainsi, le conducteur est autorisé, sans formalité, à circuler avec l'avance engendrée par la suppression ou la réduction d'un arrêt facultatif jusqu'au prochain arrêt régulier. En règle générale, le régulateur d'une ligne peut, à tout moment, ordonner au train de prendre de l'avance, du retard ou de réguler sa marche pour arriver à une heure donnée au prochain arrêt. Ces ordres se font en principe verbalement par radio sur les lignes à double voie et à une voie banalisée, et par écrit sur les lignes à voie unique. Alors que cette MI2N se met en marche après sa desserte voyageur, nous entrons en gare de Roissy-en-Brie, implantée au km 29,9. Le conducteur est informé du type d'arrêt par la lettre C, entre crochets, inscrite sur le document horaire. Cela désigne un arrêt facultatif de circulation. Arrêt en amont du signal carré C357 pour l'observation de notre arrêt circulation.
Nous profitons de cet arrêt pour réaliser une visite sommaire de notre locomotive, pour déceler d'éventuelles anomalies aux boîtes d'essieux ou aux organes mécaniques. La marche prévoyait un départ à 6h15, mais le signal s'ouvre à voie libre plutôt que prévu, après le passage d'un TER à destination de Culmont-Chalindrey. Nous sommes bien dans le cas de la réduction de notre arrêt circulation, nous pouvons nous mettre en marche avec un peu moins de 10 minutes d'avance, et les conserver jusqu'à notre prochain arrêt régulier, qui sera en gare de Flamboin. Le TIV 90 implanté sur le signal de sortie nous impose de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h au franchissement des aiguilles de sortie de la gare. Nous pourrons ensuite reprendre notre marche quand la dernière aiguille aura été franchie. C'est toujours le postin d'Emerinville qui commande la sortie de cette voie, une bis. Si le TECS, tableau d'entrée à contresens, avait été présenté sur le signal précédent, nous aurions été dirigés à droite, vers la voie de contresens. Bien que nous ne prenions pas l'aiguille en déviation, la vitesse de 90 km/h est bien à respecter jusqu'au dégagement de la dernière aiguille rencontrée. Cette dernière jonction d'IPCS fait également partie de la zone limitée à 90 km/h. Cette rame de la ligne P du Transilien, en provenance de Coulommiers, fait route sans arrêt jusqu'à Paris-Est, son terminus. La voie ferrée pénètre maintenant au cœur de la forêt d'Armainvilliers, qui, avec la forêt de Ferrières, forme le plus grand massif boisé de l'Est parisien. Son nom vient du château d'Armainvilliers, situé au sud du massif. Tout d'abord, citadelle médiévale, puis refuge royal au XVIe siècle, il a été transformé en manoir anglo-normand par Rothschild à la fin du XIXe siècle.
Plus récemment, il passa entre les mains des rois du Maroc avant de devenir aujourd'hui l'un des domaines privés les plus prestigieux de France. De nouveau un train de la ligne P, voici le Transilien Pibu en provenance de Provins, qui fait route vers Paris-Est. Kilomètre 34,2, passage en gare d'Ozoir-la-Ferrière. Cette gare n'est pas la gare historique. Ouverte en 1984, elle remplace l'ancienne gare implantée 2 km en amont. Datant de l'ouverture de la ligne, elle se trouvait excentrée du centre-ville, ce qui a nécessité son déménagement. Implanté dans le ballast, ce repère de proximité nous annonce une signalisation de limitation temporaire de vitesse à faible visibilité. Voici l'annonce d'une LTV 100 pour la traversée de la gare de Gretz. À gauche, le faisceau Salonique, utilisé pour le garage des trains de travaux ou de marchandises, mais principalement pour le stationnement des rames affectées au RER-E. Ces installations sont commandées par le poste 36 de Gretz-Armainvilliers. Il s'agit d'un PAI, poste d'aiguillage informatisé, du type SEI 2006. Mis en service en 2016, il remplace l'ancien poste Integra, du type Domino 67, datant de 1971, dont les installations étaient devenues obsolètes. Juste avant ce signal annulé par une croix de Saint-André, voici le TIV d'exécution de la limitation temporaire à 100 km/h.
kilomètre 38,3, nous entrons en gare de Gretz-Armainvilliers. Au droit du bâtiment voyageur, la vitesse limite pour les trains de marchandises passe de 100 à 80 km/h. Si du rappel de ralentissement 30 avait été présenté sur le signal en bout de quai, nous aurions été dirigés à gauche vers Tournan et au-delà vers Coulommiers. Cette ligne de 94 km était autrefois ouverte jusqu'à Cézanne via Esternay. La section entre la Ferté-Gaucher et Cézanne a perdu son trafic voyageur en 1972. Et c'est en 2002 que la section Coulommiers, la Ferté-Gaucher, a été remplacée par un service de bus. Au-delà de cette pancarte kilomètre 39,2, la nouvelle vitesse limite pour les trains aptes à 160 km/h sera de 150. Pour nous, pas de changement. Nous sommes toujours limités à 80 jusqu'à l'entrée de Longueville. Pancarte sectionnement à 500 mètres qui ne nous concerne pas, mais qui impose aux circulations électriques d'ouvrir le disjoncteur au passage du sectionnement correspondant. L'arrivée de la caténaire au-delà de Gretz est plutôt récente. Les travaux préparatoires ont commencé en 2016 et la mise sous tension des sections de ligne Gretz-Nogent-sur-Seine et l'antenne de Longueville à Provins est intervenue en 2022. Cela eut pour effet bénéfique de remplacer les rames AGC bimode de la ligne P vers Provins par des rames franciliens. La seconde étape des travaux sera de poursuivre l'électrification au-delà de Nogent jusqu'à Troyes, soit une distance de 60 km. Les travaux ont été initiés en 2024 pour une mise en service prévue à l'été 2028. D'ici là, de nombreuses fermetures nocturnes et surtout estivales auront lieu afin de dégager le gabarit de l'ensemble des ouvrages d'art et de poser toutes les composantes de la caténaire. C'est en faisant route plein sud, en longeant la commune de Près-Lambry, que nous croisons la route de cette rame Coradia, assurant à 5h17 le premier train Troyes-Paris du matin. Voici à gauche la sous-station électrique de Coubert. Elle alimente en 25 000 volts notre ligne 4, ainsi que le barreau d'interconnexion est de la ligne à grande vitesse en contrebas. Ouverte en 1994, elle est utilisée par les TGV intersecteurs afin de relier les LGV Nord, Est et Sud-Est. Aucun raccordement n'existe avec la ligne Paris-Mulhouse. Seul un raccordement non électrifié à proximité de Tournan peut être utilisé par les trains de travaux et de secours. À proximité du kilomètre 44, voici l'emplacement de l'ancienne gare de Villepatour-Presles, fermée au début des années 70.
kilomètre 48,5, on retrouve l'emplacement de l'ancienne gare d'Ozoir-le-Voulgy, fermée elle aussi au début des années 70. Passage sur la Marsange, une rivière de 30 km qui se jette dans l'Yerre, dont nous allons bientôt croiser la route. C'est dorénavant l'Yerre que nous franchissons, rivière de 96 km qui se jette dans la Seine, dans un haut lieu du fret ferroviaire, Villeneuve-Saint-Georges. Nous approchons maintenant de la gare de Verneuil-l'Étang, reconnaissable de loin grâce à son silo. Bien qu'elle ne constitue aujourd'hui qu'une simple gare de passage, Verneuil était autrefois au carrefour de 3 lignes distinctes. À droite arrivait une ligne en provenance de la gare de la Bastille à Paris. Cette ligne, de 66 km, aujourd'hui utilisée par le RER A, se prolongeait au-delà de son terminus actuel, Boissy-Saint-Léger, jusqu'à Marlambry, via Brie-Comte-Robert et Verneuil-l'Étang, où s'opérait une correspondance avec la ligne Paris-Mulhouse. La gare de Verneuil fut reliée par cette ligne, aussi appelée ligne de Vincennes, en 1892. La fermeture du tronçon, entre Boissy et Verneuil, s'opéra en avril 1939. À gauche, ce parking se trouve à l'emplacement d'une ancienne gare terminus d'un tramway, ouvert en 1901, qui reliait Melun à Verneuil. Exploitée par la Société Générale des Chemins de Fer Économiques, cette ligne de 18 km à voie métrique permettait de relier les deux villes en un peu plus d'une heure. Le service voyageurs s'effectuera jusqu'en 1934 avant d'être remplacé par un service de bus. Le trafic fret, quant à lui, subsista jusqu'en 1950. À droite se prolonge l'ancienne plateforme de la ligne de la Bastille, qui effectuait une grande boucle en direction de Marle-en-Brie, gare qui se situe aujourd'hui sur la ligne P, entre Gretz et Coulommiers. La lignée d'arbres permet de suivre son parcours, dont le tracé passait au-dessus de notre ligne d'ici quelques centaines de mètres. C'est par ce pont, aujourd'hui démoli suite aux travaux d'électrification, que le croisement s'opérait.
Passage en gare de Mormant, initialement fermée à la fin des années 30 en raison d'un nombre de voyageurs insuffisant. Cependant, suite à l'accroissement de la population de la commune et une longue bataille des Mormantais, la gare a pu rouvrir en mai 89 avec un bâtiment voyageurs reconstruit en lieu et place de l'ancien. Au milieu de cette campagne verdoyante se dessinent deux sites industriels majeurs qui dénotent dans le paysage Seine et Marnais. Tout d'abord, à droite, cette aiguille donne accès à la raffinerie Total Énergie de Grand Puy. Sa construction initiale et son ouverture en 1967 est due à la découverte d'un gisement de pétrole 10 ans plus tôt, dans la ville de Coulombe à proximité. Dans le même temps, un pipeline long de 260 km, appelé Oléoduc d'Île-de-France, a relié directement la raffinerie au port du Havre afin de traiter 5 millions de tonnes de pétrole brut par an. Longtemps desservies par le rail pour les exportations, les activités de raffinage de Grand Puy ont cessé en 2021 après plusieurs incidents, comme des fuites détectées sur l'oléoduc. La reconversion du site est en cours pour y produire désormais du biocarburant. Cette aiguille à gauche est quant à elle toujours utilisée pour la desserte de l'usine LAT Nitrogène, anciennement GPN, spécialisée dans la production d'engrais azotés, la production d'ammoniac ayant cessé au début de l'année 2025. Le site de Grand Puy, pour les deux ITE, installation terminale embranchée, comporte 4 postes distincts numérotés de 1 à 4, placés à l'entrée des différents faisceaux. Ils sont ouverts à la demande en fonction de l'arrivée et du départ des trains. Un seul agent circulation se déplace de poste en poste pour réceptionner ou expédier chaque convoi. À droite, le poste 3. Ici à gauche, à l'extrémité sud des installations, le poste 4.
Au-delà d'être connu pour son activité fret, Grandpuits possédait également une gare fermée dans les années 50 en raison de son éloignement du centre-ville. Croisement avec une rame Coradia en provenance de Troyes qui assure le second TER matinal. Nous voici à présent dans la ligne droite qui mène à Nangy, notre terminus. Il est temps de parler de la composition de notre train. Nous remorquons une rame de 22 wagons vides de céréales en provenance de l'usine Roquette Frères de l'Étrême, à proximité de Lille. Nous acheminons ces wagons jusqu'à Nangy, au niveau de la coopérative Val-France implantée en gare, pour qu'ils soient chargés de céréales avant de repartir vers l'Étrême. En plus de la coopérative céréalière Val-France dont nous allons effectuer la desserte, visible sur la droite avec ses silos bleus, la gare de Nangy abrite également la sucrerie Le Saffre Frères, implantée depuis 1873 et récemment rachetée par le groupe Cristal Union. Les exportations de sucre se font toujours régulièrement par voie ferrée. En ce qui nous concerne, pour entrer sur l'embranchement Val-France, nous aurions dû, ici même, aller à gauche. Malheureusement, cet appareil de voie est une simple traversée, et l'entrée sur les installations ne peut se faire que depuis la voie 2. C'est pourquoi nous allons effectuer un tête-à-queue dans les prochains garages possibles, à savoir ceux de la gare de Flamboin. C'est donc relativement à pleine vitesse que nous franchissons une première fois la gare de Nangy, implantée au kilomètre 69,3. En bout de quai, le passage à niveau 41, devenu tristement célèbre depuis ce matin du 21 avril 2015, où le train intercité 1646, assuré par la locomotive CC 72141, est entré en collision à 125 km/h avec un convoi exceptionnel routier immobilisé sur le passage à niveau. Cet accident aura gravement blessé 2 voyageurs et le conducteur du train. 40 personnes dans le train auront subi des blessures plus légères. Cet accident aura néanmoins permis, a posteriori, de renforcer la sécurité de ce passage à niveau et de sensibiliser les usagers de la route sur la présence de téléphones de secours implantés sur la plupart des passages à niveau munis de barrières qui sont directement reliés à l'agent circulation de la gare en service la plus proche. Il s'agit du meilleur moyen possible pour avertir le gestionnaire du réseau d'un danger potentiel. Juste avant cet autre passage à niveau, la voie ferrée passait sous un pont supportant une ligne de tramway à voie métrique et unique, surnommée le Bricolo.
Elle se dirigeait à gauche vers le nord en direction de Château-Thierry, avec pour terminus la gare de Sablonnières. Ouverte en 1903 par la Société des chemins de fer économiques et d'une longueur de 87 km, elle prenait son origine en gare de Bray-sur-Seine, une dizaine de kilomètres au nord de Pont-sur-Yonne. Comme son homologue en gare de Verneuil-l'Étang, son exploitation a pris fin au début des années 50. Au passage à niveau 43 se trouvait l'ancienne gare de Rampillon, fermée en 1948. L'heure de pointe est bel et bien commencée. C'est maintenant un train de la ligne P, en provenance de Provins, qui file vers la capitale.
Actuellement en rampe de 4 pour 1000, nous allons couper la traction et rouler sur l'air jusqu'à Flamboin. En effet, à partir de ce PN, nous aurons atteint le point culminant de notre parcours situé à une altitude de 145 mètres. Ce type de composition, 22 wagons vides de céréales, n'a pas une inertie très importante. Dans une pente de 6 pour 1000, en général, la vitesse n'augmente que très peu. C'est pourquoi la coupure de la traction n'intervient qu'au sommet de la rampe à une vitesse proche de la vitesse limite. Si nous avions eu un train de céréales chargé, dans cette situation, nous aurions coupé la traction beaucoup plus tôt dans la rampe afin de basculer à une vitesse de 50 km/h. Cette conduite plus économique permet également de préserver le matériel en évitant des coups de frein inutiles. Identifiable au silo de la coopérative agricole Vivessia, voici l'ancienne gare de Maison-Rouge-en-Brie, fermée au trafic voyageurs en 1950. Les installations de l'embranchement particulier sont toujours présentes, mais la végétation dense de la voie permet de douter d'une desserte récente. Voici le bruit caractéristique du passage en frein dynamique des BB 75400. Nous avons atteint la vitesse de 80 km/h et nous allons pouvoir la maintenir avec le seul freinage électrique de la locomotive.
alors que ce TIV de type C, destiné aux seuls trains automoteurs, annonce une réduction de la vitesse à 150 km/h au droit de la pancarte, kilomètre 85,3 en approche. Cette dernière repère également une zone de transition de vitesse pour notre train. À son dégagement, nous pourrons désormais circuler à la vitesse de 100 km/h. Cette tranchée s'est substituée depuis 2019 à l'ancien tunnel des Bouchots. Datant de l'ouverture de la ligne, il ne disposait pas du gabarit suffisant pour les travaux d'électrification. Le terme de tranchée butonnée vient des poutres en béton placées sur la partie supérieure de la tranchée afin de maintenir l'écartement des deux parois qui sont appelées butons. L'entrée en gare de Longueville est précédée d'un long viaduc de 385 mètres, enjambant la vallée de la Voulzie, aussi appelée viaduc de Bénard. Parti il y a 10 minutes de Provins, et après avoir desservi les gares de Champbenoît-Poigny et Sainte-Colombe, cette rame francilien entre en gare de Longueville pour effectuer un tête-à-queue afin de continuer sa mission vers Paris-Gare de l'Est. La ligne à voie unique reliant Longueville à Provins a été ouverte en 1858. En 1902, elle fut prolongée jusqu'à Esternay via Villiers-Saint-Georges. Le trafic voyageurs au-delà de Provins cessera en 1952. Sur votre gauche, en gare, vous pouvez apercevoir une partie de la collection du matériel ferroviaire de l'Ajecta. Avec 14 locomotives à vapeur et une centaine de matériels roulants, l'Ajecta vous fera découvrir l'histoire des chemins de fer français depuis le début du 19e siècle jusqu'aux années 50. Accessible en train, en voiture ou à pied via un sentier de grande randonnée sous le viaduc de Longueville, ce musée vivant, ouvert du mercredi au dimanche, est installé dans une rotonde en bois magnifiquement restaurée, construite par la Compagnie de l'Est. C'est après 3 ans de bataille que le 14 juillet 1971, l'association a pu mettre en chauffe sa première locomotive à vapeur. Que vous ayez envie de découvrir ce patrimoine ferroviaire ou que vous vouliez aider à sa préservation, n'hésitez pas à vous rendre sur place ou consulter leur site internet accessible en description. Pour ce qui est de la ligne au-delà de Provins vers Villiers-Saint-Georges, dont l'Ajecta faisait régulièrement circuler des trains touristiques, suite à un manque d'entretien, en 2023, le trafic fret sera lui aussi suspendu, interrompant les dessertes toujours actives. Bien qu'une réouverture soit évoquée, à ce jour, aucune date officielle de lancement des travaux n'a été rendue publique. Afin de rentrer dans les garages de Flamboin, nous devons absolument observer un ralentissement 30 sur le prochain signal. Dans le cas contraire, nous serions dirigés vers 3. Cela fait partie de la connaissance de ligne du conducteur et s'il venait à être mal dirigé, il en serait tenu responsable, au même titre que l'agent du poste de Flamboin. Le signal ne présente pas de ralentissement 30, mais un avertissement. Le signal d'entrée de Flamboin n'est pas encore ouvert. Nous amorçons le freinage pour être en mesure de nous arrêter en amont de celui-ci.
Qu'ils soient vides ou chargés, ces wagons de céréales freinent particulièrement bien et une légère dépression dans la conduite générale suffit à obtenir une bonne décélération. Ils desserrent également très bien et surtout très vite, ce qui permet d'ajuster la vitesse avec une grande précision. Dans la conduite des trains, et particulièrement des trains de fret, chaque rame réagit différemment lors d'un freinage. Certaines demandent de fortes dépressions pour obtenir une chute de vitesse importante, comme certaines rames affectées au transport combiné par exemple. D'autres sont plus difficiles à arrêter à basse vitesse, pour les derniers tours de roue. Cela dépend de nombreux facteurs comme le chargement, les semelles de frein utilisées, la longueur du train, des wagons potentiellement isolés au freinage. Il est donc primordial, lorsqu'il s'agit du premier freinage avec un train, de l'anticiper afin de ne pas être désagréablement surpris par ses réactions. En BAL, la longueur maximale des cantons peut atteindre 3000 mètres au maximum. Et c'est notre cas ici, c'est pourquoi la circulation sur avertissement dans cette longue courbe semble plutôt interminable. La gare de Flamboin possède un poste d'aiguillage de type PRS. Cette gare est normalement télécommandée à distance depuis le postin de Longueville.
Toutefois, lorsque des manœuvres sont à réaliser comme aujourd'hui, le poste de Flamboin est repris en commande locale avec la présence en gare d'un agent circulation. Le carré d'entrée est dorénavant ouvert à l'avertissement, combiné avec un rappel de ralentissement 30 et un tableau G. C'est la signalisation que nous attendions afin de rentrer dans les garages. Cette signalisation nous impose de ne pas dépasser la vitesse de 30 km/h sur les aiguilles rencontrées et d'observer la marche en manœuvre à partir de l'aiguille qui donne accès aux voies de service. À droite, le raccordement avec la VUSS en provenance de Montereau. Cette ligne, aujourd'hui exploitée sous le régime de la voie unique à signalisation simplifiée et longue de 27 km, a été construite à double voie en 1848 par la Compagnie des chemins de fer de Montereau à Troyes. Faute d'un trafic suffisant, elle est rapidement passée à voie unique, puis en 1939, elle perd son trafic voyageurs. Abandonnée dans les années 80, elle a subi une rénovation complète à l'été 2010 pour rouvrir en totalité en janvier 2012. Dotée de plusieurs installations terminales embranchées et d'un raccordement à la LGV Sud-Est à proximité de Montereau, elle est limitée à 40 km/h sur l'ensemble de son parcours. C'est donc à la voie 4 que nous sommes reçus aujourd'hui pour effectuer notre manœuvre de tête à queue. L'avertissement à l'entrée de la gare nous aura fait perdre notre avance, mais c'est parfaitement à l'heure que nous allons nous immobiliser pour ce qui est désigné par la lettre S sur le document horaire, comme un arrêt régulier de service. Le départ, après la manœuvre, est prévu à 8h30. C'est ici que nous retrouvons l'agent de desserte qui va nous permettre de réaliser le tête-à-queue. Il nous donne l'ordre de nous arrêter une fois que nous avons dégagé les aiguilles d'entrée de la voie 4 par la queue de la rame. L'intégralité des manœuvres de tête à queue et de livraison de la rame sur l'embranchement de Nangy vous seront présentées dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Merci à tous de l'avoir suivi.